Val France, voilà un nom bien connu de ceux qui s'intéressent à l'investissement en actions. Val France, c'est tout bonnement l'un des plus anciens fonds d'actions françaises. Et sa notoriété, il la doit aussi à celui qui en fut pendant de très longues décennies le capitaine Christian Cambier, une figure du monde de la gestion française. Alors pour rappel, Val France a engrangé entre son lancement en mai 1984 et le 8 avril 2018, 1556% de gains, soit une performance annualisée de 8,74% sur cette période de 34 ans. Mais le temps a coulé et depuis le 1er mars 2017, Christian Cambier a passé la main, même s'il reste actif chez Swiss Life Banque Privée, où il s'occupe désormais d'un fonds d'action international. Notre invité est donc l'un des deux gérants qui lui succèdent à la tête de Val France. Éric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous avez repris le flambeau voilà un peu plus de 12 mois. Et sur la présentation de Val France que vous m'avez adressée, Éric, il est écrit Val France 2.0. C'est un nouveau Val France qui voit le jour avec votre arrivée ? Oui, c'est clair, il y a une volonté de rupture dans le processus d'investissement. Alors qu'est-ce qui a changé ? Alors qu'est-ce qui a changé ? D'abord, ce qui est identique, puisque tout n'a pas changé, mais ce qui est identique, c'est d'abord cette approche bottom-up, d'aller voir les sociétés, rencontrer les dirigeants, faire l'analyse fondamentale de la société, son évaluation. Ça, c'est identique. Donc, on est sur une gestion de stock picking. De sélection de valeur au cas par cas. Absolument. Ce qui a changé, en fait, c'est d'inclure à l'intérieur de la construction du portefeuille des notions, des théories et des notions de finance comportementale. C'est ça qui a vraiment créé la rupture sur la façon de gérer en fait, le portefeuille. Alors, pour ceux qui nous regardent, la finance comportementale, c'est quoi ? Alors, la finance comportementale, c'est plusieurs parties. C'est au départ une théorie qui prend en compte la psychologie des personnes. Parce que la bourse, ce n'est pas que rationnel. C'est aussi de l'émotionnel, on l'a certainement vu. Et donc, c'est d'inclure l'émotionnel dans la construction et la gestion du portefeuille. Alors, de quelle façon ? Alors, trois façons. La première, c'est effectivement de comprendre que les mouvements boursiers peuvent être émotionnels et non pas que rationnels. Et donc, c'est de profiter de ces moments d'irrationalité pour vendre un titre ou l'acheter, inversement. C'est donc du chartisme. Tout simplement. Alors ça veut dire que vous tenez compte de la psychologie des foules. Ça veut dire qu'on prend en compte effectivement la psychologie de foule. Et l'expression de la psychologie des foules, pour vous, c'est ça se retrouve dans les cours de bourse. Ça se retrouve dans les cours de bourse. L'analyse technique. Et l'analyse technique va aider en fait à comprendre qu'est-ce qui est exagéré de ce qui est normal. Alors pour bien visualiser tout de même ce qu'est la psychologie des foules, on a un schéma là où on voit le cours d'une valeur boursière, en l'occurrence c'est le cours de l'action AXA. Alors sur une période qu'on n'a pas bien définie, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de voir l'évolution en effet de ce cours avec des périodes d'espoir, de soulagement, d'enthousiasme aussi. Absolument. Où là finalement on va acheter parce que ça a monté. C'est le moutonnier, c'est l'effet moutonnier. On achète parce que les autres ont acheté. Et puis comme ça a monté, on va s'exciter et on va verser dans l'euphorie. Et là, on va croire que ça peut monter jusqu'au ciel. Sauf que, comme d'habitude, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, on a un premier repli, on commence à s'inquiéter, puis on se dit, c'est pas grave, on est dans le déni. Ça va remonter. On constate que ça ne remonte pas, on commence à s'inquiéter, on commence à avoir peur, à être effrayé. Et puis, comme ça ne remonte toujours pas, là, on se dit, on a fait une bêtise en conservant, on commence à être paniqué un petit peu. Bien sûr. Et puis, jusqu'au moment où on va renoncer à tout, on va vendre, finalement, au plus bas. Exactement. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, ça remonte. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qu'on a très largement constaté. C'est un phénomène immémorial. Ça fait partie de la bourse, ça fait partie de l'investissement boursier, bien sûr. Ça fait partie des investisseurs. Bon, et ça, donc, vous tentez de le mettre à profit. Et ça, on tente, avec un processus d'investissement clair là-dessus, de le mettre à profit à certains moments. Reconnaître les phases de hausse, les phases de baisse, les phases d'irrationalité technique, haussière et baissière. Donc, vous vous servez de l'analyse graphique, très bien. Ça, c'est le premier point. Oui. C'est le point investisseur sur le marché. Il y a le deuxième point, c'est les clients. Les clients eux-mêmes ont leur biais, c'est très clair. Et donc, quand on regarde l'évolution de leur comportement à travers les souscriptions au rachat, tout simplement, on s'aperçoit qu'ils prennent plaisir à faire une plus-value, mais que ce plaisir n'est pas proportionnel dans les phases de baisse. On prend beaucoup moins de plaisir à gagner plus d'argent qu'on est énervé à en perdre.
Et donc, le déplaisir est la douleur, beaucoup plus important que le plaisir. la douleur à la perte n'est pas du tout symétrique, effectivement, au plaisir du gain. Et Donc, du coup, on prend ses profits très rapidement parce qu'on est content d'avoir fait du profit. Et quand on a généré un profit en tant que professionnel, c'est bien normal puisque ça fait partie de notre boulot. Et puis quand on perd de l'argent, là, on est très très énervé. Et donc, on change de gérant. Donc ça, je veux éviter. donc ça, vous voulez... je comprends bien. Du coup, la conséquence de ça, c'est tout simplement de construire des portefeuilles plus robustes dans les phases de baisse. Alors, on va y revenir à la robustesse du portefeuille, mais j'aimerais qu'on aborde le troisième point, qui est la prise en compte d'un biais de disposition. Oui. Alors là, encore une fois, il va falloir que vous explicitiez un petit peu le concept. C'est quoi le biais de disposition? Alors, le biais de disposition, c'est un biais très intéressant qui est émotionnel, qui est de dire, voilà, j'ai une valeur en portefeuille, une entreprise qui fonctionne bien, je suis heureux parce qu'il m'a créé une plus-value, eh bien, je vais matérialiser cette plus-value rapidement. Et puis, j'ai un titre qui est une entreprise aussi, qui performe mal, ça se passe mal, eh bien, puisque ça se passe mal, ben, je la garde plus longtemps, parce que je ne peux pas m'être trompé, parce que je considère que j'ai fait l'analyse, que je suis allé voir le dirigeant, que j'ai fait mon travail, et puis... Mais ça s'appelle avoir des convictions. Ça s'appelle avoir des convictions, bien sûr, et ça s'appelle arroser les mauvaises herbes dans votre jardin. Et donc ça, c'est infructueux. Et ça, le problème de cela, hein, en finance comportementale, c'est qu'en moyenne, pas tout le temps, mais en moyenne, lorsqu'on regarde un titre qui a apporté de la plus-value et qui a été cédé, un an après, ce titre a surperformé le marché d'environ 30%. Et puis, les titres qui ont été vendus par désespoir, par capitulation, un an après, ils ont encore sous-performé, d'en moyenne 1,10%. Et donc, ce biais de disposition qui est de vendre rapidement les titres qui fonctionnent et puis de se renforcer ou de conserver plus longtemps les titres qui sous-performent, fait que l'écart de performance moyen peut être de l'ordre de 3,40 par an. Oui, ça, c'est beaucoup. Parce que donc, je résume, on conserve plus longtemps les titres sous-performants. Voilà. En gros, c'est 125 jours en moyenne dans un portefeuille. Absolument. Tandis que les achats surperformants, on les conserve 105. C'est ça. Et du coup, ben oui, puisqu'on a vendu trop tôt les titres qui surperforment et qui continuent à surperformer, on rate les 2,30% de gains qui nous auraient assurés si on les avait conservés. Et inversement, on se prend une paume, une perte de 1,10% supplémentaire en conservant un peu plus longtemps les titres sous-performants. Et donc à la fin, la conviction se transforme en excès de confiance en finance comportementale. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne moyenne pas à la baisse des titres qui sous-performent. Ça veut dire qu'il faut éviter de le faire au maximum. Parce que ça, c'est un engrenage qui peut s'avérer très douloureux. Donc si je comprends bien, vous ne moyennez pas à la baisse. Absolument. Vous essayez de conserver plus longtemps les titres qui surperforment. Absolument. De vous débarrasser plus vite de ceux qui sous-performent. Et je mets même un stop loss là-dessus. Alors un stop loss pour les néophytes, ça veut dire les profanes. Ça veut dire de vendre l'action à partir d'un certain moment. Elle sort du portefeuille. Oui, on définit un seuil à partir duquel on vend. Absolument. Et on ne réfléchit plus. C'est systématique. Là, il n'y a plus d'analyse. C'est juste, elle m'a coûté trop cher. On ne va pas plus loin. C'est une discipline. Voilà. Très bien. Vous avez intégré de l'analyse chartiste graphique dans votre gestion. Absolument. Et on a bien compris que c'était un élément d'interprétation de la psychologie du marché. C'est un complément du processus d'investissement. On l'a bien compris. C'est le fondamental d'abord. Mais c'est là que je reviens à la robustesse du portefeuille, puisque vous avez dit que finalement, le client, il est très très sensible à la douleur, à la perte. Absolument. Il est finalement beaucoup moins touché par le gain. Donc il faut, pour le confort du gérant, mais aussi pour la satisfaction du client, lui éviter d'être... C'est ça, il faut savoir amortir les baisses pour le conserver et qu'il puisse profiter en fait de l'avantage marché-action, c'est-à-dire de donner la meilleure rentabilité sur le long terme. Donc vous dites construire un portefeuille robuste, mais construire un portefeuille robuste, ça ne signifie pas uniquement garder plus longtemps les titres qui surperforment, vendre plus vite ceux qui sous-performent et se servir de l'analyse chartiste. C'est ça, on est bien d'accord. Donc là, on passe dans l'analyse fondamentale des choses, la sélection de titres, et puis le regard de la gouvernance d'entreprise et l'analyse fondamentale, l'évaluation aussi. Et donc là, pour construire un portefeuille plus robuste dans les phases de baisse, moi j'ai trouvé deux grands types, de grands profils d'investissement possibles.
Le premier, c'est les valeurs dites défensives, ces valeurs qui ont des bêtas inférieurs à 1, et on va les trouver dans les entreprises. Alors, bêta, c'est une sensibilité au marché. C'est ça, au marché, qui est inférieure au marché, une sensibilité. C'est-à-dire que quand l'indice baisse de 1%, bah, elle baisse de 0,9 ou 0,90%. Exactement, ça amortit. Et donc, ces valeurs-là, on va les trouver dans des entreprises qui distribuent des dividendes élevés. On va prendre un Total, par exemple, qui distribue un dividende de façon régulière, que ce dividende est visible, que le bilan de l'entreprise est solide. Eh bien, dans les phases de baisse, on ne va pas vendre Total en premier. Il y a un rendement annuel, il tombe, il est là. Ce n'est pas celle-là qu'on va vendre en premier. Donc, ça, c'est intéressant. Ça fait de la robustesse du portefeuille. Le deuxième type d'entreprise que l'on va trouver et qui va être conservé dans les valeurs dites défensives, c'est les sociétés qui ont un dividende régulier et qui le distribuent de façon régulière, mais qui en plus progressent régulièrement. Donc un Air Liquide, ça fait 12 ans, 15 ans que Air Liquide progresse en dividende. Et bien c'est pareil, il y a une certaine confiance, il y a un attachement qui fait qu'on sait que l'année suivante on aura plus de rendement. Eh bien, l'investisseur, psychologiquement parlant, ce n'est pas cette entreprise-là qu'il va vendre en premier, c'est plutôt une autre. Et donc, d'avoir ce type d'entreprise en portefeuille, ça va permettre d'amortir une partie de la baisse. Ça ne prémunit pas totalement contre la baisse, on est bien d'accord. On amortit, on est d'accord. On est sur les marchés actions, quand les marchés actions baissent, on baisse aussi. Mais on essaye de baisser moins. Et on apporte la valeur comme ça. Et puis, le deuxième type d'entreprise qui amortissent bien et correctement les baisses, ce sont les entreprises qui sont dirigées par des bons dirigeants et qui sont en plus détenues par des familles. Lorsque la famille est au capital, bon, elle détient déjà une partie du capital, la vision est de long terme, transgénérationnelle, on vise le long terme. En général, les dettes sont relativement faibles, ou alors lorsqu'elles sont élevées, c'est pour un temps relativement court, avec une vraie vision industrielle. Et dans les phases de baisse, ce n'est pas ces titres-là qui baissent le plus, en tout cas c'est ce qu'on peut en moyenne constater. Vous avez combien de valeurs en portefeuille? J'en ai à peu près 40 sur Val France. Les principales positions représentent combien de pourcents du portefeuille? Les 5 ou les 10 premières positions vous avez? Alors c'est assez concentré, mais on va dire que c'est autour de 40%. 40%, donc ça reste un portefeuille de conviction malgré tout. Oui, on est d'accord. Alors Eric, on l'a dit, s'il y a une chose qui ne change pas dans Val France, c'est que ça reste un fonds de stock picking. Absolument. Bon, on a bien compris aussi qu'il y avait un biais valeur familiale. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner une conviction forte de votre portefeuille qui porte justement sur une valeur familiale? Absolument. Mais écoutez, dans le portefeuille, il y a des valeurs très connues, comme L'Oréal, comme Hermès, d'autres connues encore comme Seb, qui sont aussi dans l'indice, et puis des entreprises qui sont familiales, pas représentées dans les indices, je pense à Plastic Omnium pour l'équipementier automobile, et enfin, une valeur peut-être que je vous donnerai, c'est Somfy, la famille des pâtures, qui est en Haute-Savoie, installée en Haute-Savoie depuis longtemps, à Cluses, et qui devient internationale, qui fait des moteurs pour volets roulants, pour store, pour ouvrir aussi ses garages, et qui s'installe aujourd'hui sur le marché de la domotique. Et là, on a une société internationale qui sort de son marché de niche pour un énorme marché qui commence à avoir un certain succès. Et on voit donc à travers sa croissance de chiffre d'affaires, ses marges de bénéfices, que dans les phases de baisse, eh ben on a affaire à une entreprise qui est très résistante, au même titre que les autres valeurs que je vous ai citées auparavant. Bon, alors ça c'est un exemple de société robuste. Bon, on verra dans quelques mois si le portefeuille est aussi robuste que vous l'espérez. Il s'agit d'amortir les baisses, hein, attention, il ne s'agit pas de monter quand le marché baisse. On a bien compris, et puis on n'espère pas que le marché va baisser tout de même pour démontrer la robustesse du portefeuille tout de suite. Hein. On va s'accorder un peu de temps. En tout cas, on va espérer que le marché nous en accorde. Mais on a en tout cas eu une bonne idée de ce qu'est Val France, ce nouveau Val France que vous gérez donc. Eric, merci. Merci Vincent.